go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down on the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 55e épisode du Faceful Podcast. Nouvelle victoire face aux Buccaneers, 27-14. Une victoire plutôt belle, il y a des choses à redire, on a pas mal de choses à redire je pense sur cet épisode. Et puis pour m'accompagner, pour en parler évidemment comme d'habitude, Gonzague, Kevin et Olivier. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut. Je viens de le dire, une victoire 27-14, on n'a pas vraiment stressé dans ce match, l'écart a été fait assez rapidement. Il y a pas mal de choses à redire comme je l'ai dit. Olivier, t'as pensé quoi de ce match ? Bah écoute, j'étais assez satisfait de ce que j'ai vu, même si ça a mis du temps à se décanter. On va quand même pas dire qu'on les a concassés comme on a fait la semaine dernière avec les Jags. J'ai trouvé que ça a joué très bien offensivement par séquence. Il y a des moments qui étaient absolument fantastiques. Il y a pas mal de choses à revoir parce que c'est pas parfait et on se plaint de matchs. Enfin, je me plains de matchs pas parfaits où tu gagnes quand même 27-14. Donc on est sur la bonne voie et qu'on continue comme ça. Kevin ? La semaine dernière, j'avais comme deux axes avec Brock Purdy d'un côté et la D-line de l'autre. Je pense que les deux ont largement répondu présent avec un Brock Purdy aérien, une évaluation parfaite. Et puis la D-line qui a encore fait un travail incroyable. Alors, on va parler de la pression évidemment, mais encore une fois, le jeu de course n'a pas existé. Rachaad White qui ne fait que 30 yards. Travis Etienne, c'était exactement la même chose la semaine dernière. Donc on est vraiment une D-line ultra dominante dans les deux secteurs, aussi bien contre la course, contre la passe. Et dans ces cas-là, il n'y a juste pas photo et il n'y a pas grand monde qui peut nous atteindre. Et les Buccaneers n'ont plus que constater les dégâts. Gonzague ? Moi, je rejoins mes deux compères. C'est un match qui était globalement maîtrisé de bout en bout, même si, en effet, je nous ai trouvé moins dominants que face aux Jaguars. Je pense que demain, tu fais jouer ces Jaguars-là contre ces mêmes Buccaneers. Je pense que le match est très, très équilibré, voire peut-être à l'avantage des Jags. Donc je nous ai trouvé un poil en deçà de ce qu'on a fait face aux Jags, mais quand même en très bon niveau, globalement, avec quand même une chute typique Shanahan. En deuxième mi-temps, quand même, où on sentait qu'on était clairement moins inspiré et qu'on leur donnait une faible opportunité, mais opportunité quand même de pouvoir revenir dans le match. Oui, je suis d'accord globalement avec tout ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Olivier sur le fait qu'on gagne 27-14 alors qu'on n'a pas l'impression d'avoir dominé. C'était un peu ça, c'est que ce match-là m'a rappelé un peu le match des Rams de début de saison où on est face à une équipe où on est largement meilleur et on fait pas l'écart. Mais en même temps, il n'y a jamais un moment où moi personnellement je me suis dit qu'on allait se faire rattraper. J'ai jamais eu ce stress-là, donc on les a pas écrasés, mais on n'a jamais vraiment été en danger dans ce match-là et c'est quand même plutôt positif. C'est que tu arrives dans des matchs où tu es un peu moins dominant que ce qu'on a été contre les Jaguars à être quand même largement au-dessus d'un adversaire qui est plus faible. Un des points noirs quand même dans ce match-là, on parlera du positif quand même après, mais un des points noirs évidemment, je pense que vous l'avez déjà vu passer, c'est la blessure de Talanoa Hufanga qui s'est rompu le ligament croisé antérieur, saison terminée. On ne reverra plus Talanoa Hufanga sur les terrains cette saison. Kevin, ton avis là-dessus ? C'est forcément triste, on parle d'un jeune joueur qui était en pleine progression, qui était déjà All-Pro la saison dernière. Cette année, il y a eu des hauts et des bas, mais ça reste un élément central de notre défense. Et puis, c'est compliqué parce qu'il y avait déjà cette blessure pendant l'été, un début de blessure au genou que finalement on a décidé de pas l'opérer. On a dit ça va tenir, ça va pas tenir. Finalement, ça tient pas et en milieu de saison, on le perd. Donc, décision un peu contestable après coup finalement du staff là-dessus. Après, j'ai envie de dire que dans les éléments centraux de notre défense, c'est quasiment celui qui est peut-être le plus remplaçable. On aurait perdu un Fred Warner, un Nick Bosa, un Young, un gars comme ça aurait peut-être été encore plus dur à encaisser. Là, on a vu Jair Brown qui a fait une super rentrée à sa place. J'ai envie de croire qu'on a la profondeur d'effectif pour continuer à garder un niveau à peu près semblable à ce qu'on avait. Olivier ? Ouais, je rejoins quasiment Kevin sur tous les points. Bon, après, le coup du staff, c'est de dire après coup, pas facile. Tu fais un test, tu tentes. Il se serait pété à la semaine 1 ou 2, je te dirais, bon, oui, ils ont déconné. Là, c'est la semaine 10 où il se fait mal, ou 11, je sais plus. Donc,
Donc ça veut dire que la saison était bien entamée. Après j'ai lu ouais nous on n'a pas droit au bonheur bla 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 sur les réseaux. Je veux dire on n'est pas les Bengals, on n'a pas perdu notre quarterback, on n'est pas Baltimore, on n'a pas perdu notre Titan star. Je veux dire voilà il faut relativiser. C'est du football américain. Chaque année il y a des blessures, il y en aura chaque année. Alors, si vous voulez vivre heureux parce que si les blessures vous rendent malheureux, regardez pas de football américain, les enfants. Regardez du patinage artistique, de la danse pas acrobatique, et au moins il n'y aura pas de blessés. Très, Hein très dangereux voilà. le patinage artistique. Très Voilà, dangereux. demande à Tony Harding, mais bon, c'est une autre époque. Voilà, non, après pour Ofanga, le problème numéro un, c'est pour lui, en tant que joueur, c'est un peu comme Mosley l'année dernière, encore que lui, il n'est pas en fin de contrat, donc c'est moins gênant, je dirais. Et après, pour nous, ben, il va falloir trouver une solution. Donc, le petit Brown, il a fait une super rentrée. Il nous a coûté un touchdown, il nous a coûté 7 points au début. Puis après, il a été monstrueux. Donc, ça peut permettre à ce gamin de prendre sa place. Et puis après, on verra bien comme d'habitude, confiance au staff. Je ne vais pas aller plus loin, confiance au staff. Gonzague. Bon, je vais rejoindre exactement à nouveau ce que viennent de dire mes deux compères. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit, notamment sur l'entrée également derrière de Jair Brown. Faut aussi ne pas oublier, encore une fois, d'un point de vue contextuel, qu'Hufanga, c'était quand même un joueur avec lequel on avait beaucoup de chance jusqu'à présent, parce que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas été épargné du tout, je le rappelle une nouvelle fois, par les blessures lorsqu'il était à l'université. Il s'est avéré qu'il a mené une carrière professionnelle jusqu'à présent où il s'en est globalement bien tiré. Voilà, le fait qu'il se blesse sur une carrière ne me surprend en rien. Il fallait que ça arrive, c'est arrivé, voilà. Ce qui m'a plus surpris, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent et moi-même, on s'est déjà fait des ligaments croisés en tant que tel. Moi, c'est sur le coup, j'y croyais pas à la rupture des ligaments croisés quand je le vois tomber. Personnellement, j'étais un petit peu surpris du diagnostic suite à cette chute, voilà, où il s'est fait un peu cassé en deux sur le double mouvement du running back. Mais voilà, donc non, je rejoins également mes deux compères. C'est du football américain et je rejoins complètement Kevin sur le fait que c'est un joueur majeur de notre effectif, clairement. Ce n'est pas un joueur que je qualifierais d'indispensable. C'est la différence entre l'utile et l'indispensable. C'est pas Fred Warner non plus. Voilà. Donc c'est les blessures, c'est normal, c'est la NFL. Puis si je peux rajouter, Talanoa Hufanga explose parce que il me semble c'est Jacques Wisky-Tart qui se blesse, Hufanga rentre et explose tout de suite alors qu'on l'attendait pas. On peut avoir le même genre d'histoire avec Jair Brown qui rentre et qui prend la place. Next man up comme disent les Américains à ce niveau-là. Oui, et puis en plus globalement, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord surtout avec le point aussi qu'Olivier a soulevé. C'est la NFL, c'est les blessures, ça fait partie du jeu. Et surtout, ok, on a eu une absence de quelques matchs de Trent Williams, quelques matchs de Deebo Samuel. Globalement, sur le début de la saison, on a été hyper épargné par les blessures, contrairement à d'autres franchises. Les Bengals en tête, évidemment, qui perdent leur quarterback superstar, mais il y en a d'autres qu'on peut signaler. Voilà, ça fait partie du jeu. Si tu veux gagner, il faut avoir le plus de mecs en forme. Il ne faut pas avoir tout le monde en forme. Celui qui va gagner à la fin, c'est celui qui a aussi le plus de mecs en forme. Ça fait partie du jeu de perdre des joueurs, c'est la vie. L'année dernière, on perd 2 quarterbacks et à ce moment-là, on ne sait pas que Purdy est une superstar. Franchement, on est plutôt épargné. Et quant à la question de son remplacement, je pense qu'elle est assez rapidement répondue. Jair Brown est notre premier choix de la draft. Next man up, comme vient de dire Gonzague. Il s'est fait laver sur le premier jeu et derrière, il a fait un super match. Moi, je veux lui faire confiance. Je l'aimais déjà bien à l'université. Je trouvais que c'était un super choix de le prendre, même s'il correspondait un peu à un doublon avec Hufanga. Hufanga n'est plus là, c'est à son tour. On va parler du coup, comme c'est une victoire, des points positifs. Olivier, quel est ton top de ce match ? Vous allez le dire, c'est obligé. Les autres, Brock Purdy, je vais commencer par Brock Purdy parce que je vais dire un truc que j'ai dit hier dans notre conversation. Sur certains jeux, il me fait penser à Mahomes. Et pour moi, il n'y a pas plus beau compliment pour un quarterback à l'heure actuelle. Il a été, je sais pas, ce gamin, il a des burnes. Je veux dire, la passe pour Ayuk, le touchdown de 453 km, il est exceptionnel. Sa capacité à attendre et à balancer des ogives, c'est hallucinant.
tenter les passes à 2 cm au-dessus des doigts des adversaires, c'est hallucinant. Il a une confiance en lui, il a une confiance en ses receveurs, c'est juste dingue. Et puis oui, le côté Mahomes, c'est le côté où la poche, elle collapse complète. Il a les mecs qui arrivent sur lui, il attend, il esquive, il bouge. On pense qu'il va avancer, il s'arrête, puis boum, il balance un missile à 25 yards. Il n'y a rien de pire pour une défense que de manger des jeux pareils. Donc, franchement, le gamin, waouh. Et d'après ce que j'ai lu, parce que bon, vous savez que je ne suis pas un spécialiste de la stat, c'est plutôt Kevin, il a fait un truc il y avait que Montana qui avait fait avant. Bon, à San Francisco, quand vous faites un truc que Montana qui avait fait avant vous, bravo gamin, quoi. Donc, Montana et Young, en fait. Hein, le QB rating parfait, c'était Montana et Young. Par contre, c'était plus arrivé depuis 1989 à San voilà, Francisco. donc, c'est un truc hallucinant, quoi. Donc voilà, bravo, gamin, continue comme ça. L'année dernière, je n'étais pas monté dans le train de la hype parce que ça me gonfle la hype. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il confirme et il est en train de confirmer de folie, quoi. Donc, à l'heure actuelle, on a un top 5 quarterback sans problème. Kevin, ton top? Je vais parler, je pense, de la D-line dans sa globalité. Je l'ai déjà un peu évoqué juste avant, mais depuis l'arrivée de Chase Young, c'est incroyable l'intensité qu'a cette D-line. Ils sont partout. Quand ça passe, ils sont sur le quarterback. Quand ça court, le gars, il avance pas. Ils sont partout. On parlait des pressions quand on critiquait un peu Nick Bosa il y a quelques semaines. Là, on a Arik Armstead qui fait 12 pressions, Bosa 9, Young 5, Hargrave 4. Je veux dire, les 4 gars de la D-line, ils ont fourni un travail. Armstead, c'est une putain de renaissance. Hein. Franchement, depuis 2 semaines, c'est un délire. C'est incroyable. Mais honnêtement, l'arrivée de Chase Young a tellement redistribué les cartes. On est obligé de surveiller ce gars-là autant qu'on surveille Bosa, autant qu'on surveille Hargrave, autant qu'on surveille Armstead. Et ça ouvre des brèches à tout le monde. Et c'est formidable à voir jouer, honnêtement. J'ai hâte de voir les Eagles, finalement, le match qui arrive dans quelques semaines, pour voir qu'est-ce que ça va donner face à Jalen Hurts, face à AJ Brown, face à ces gars-là, parce qu'on a vraiment une D-line de fou. Et puisque ça donnera aussi, en plus de face à Hurts, etc., face à une des meilleures O-line aussi de la ligue. Les Eagles qui ont une O-line de fou furieux. Effectivement. Gonzague, ton top? J'avais Purdy aussi. On pourrait parler de celui qui réceptionne ses ballons, mais j'ai plutôt envie, comme Kevin, de rester côté défense. Et j'aimerais mettre en avant ce duo de linebackers de folie, Fred Warner et Greenlaw, qui, je crois, nous ont fait 18 stops à eux deux, 10 et 8, je crois. Et en mode furie, quoi. J'ai encore notamment ce stop de Greenlaw sur une course latérale où il va stopper le joueur en plein élan et il est limite à l'horizontale quand il le plaque. C'est une intensité que je trouve absolument exceptionnelle. Et surtout Warner, cette vision du jeu, il est constamment bien placé, toujours bien placé. Pour tous ceux qui jouent au foot américain et qui évoluent notamment à ce poste, mais c'est un modèle du genre. Et notamment, quand on parle de linebacker moderne, même sur situation de jeu de passe, il est impressionnant parce qu'on le voit notamment. Moi, ce que j'aime, c'est il a un back pédal qui est digne de celui d'un cornerback, notamment lorsque une play action se met en place en face. Il a une façon de reculer à toute vitesse qui est extrêmement impressionnante pour être parfaitement sur une trajectoire. Moi, ce type me fascine, tant par sa technique que par sa lecture du jeu. Non, vraiment, ce duo de linebacker, c'est pour ceux qui ont connu l'époque Navarro Bowman, Patrick Willis, dans un style complètement différent, certes parce que plus moderne, on a quand même un duo complètement dingo. Franchement, il faut en profiter, c'est du régal à regarder. Alors, 2 choses pour nos auditeurs. ne descends pas leur performance. 12 et 8, pas 10 et 8, 12 et 8. Ah, pardon, 12 et 8. Et par contre, ouais, j'avais pas remarqué, mais c'est vrai que tu soulèves un point. Il a quand même un back pédal de cornerback avec un physique de linebacker parfait et il presse comme un edge. C'est un délire. C'est incroyable. Ouais, Franchement, c'est incroyable. Le jeu de jambes. Il plaque dur, il a les mains au bon endroit pour arracher les ballons. Enfin, c'est le package total. Oui, et puis moi j'ai en mémoire l'espèce de jet sweep que tentent les Buccaneers, où je crois que c'est Godwin qui récupère le ballon. Comme il récupère le ballon, il se prend Warner comme un missile dessus. Le mec, il a regardé toute sa ligne, son quarterback, en disant ça va les gars, c'est bon, arrêtez de m'envoyer là-dedans, ça fait mal. C'est trop beau à voir. Vous avez déjà couru dans un mur, vous? Chris Godwin, oui. Impressionnant.
Et bah moi, pour mon top, Gonzague l'a mentionné, Purdy a été parfait et il a eu un mec parfait pour attraper les ballons. Brandon Ayuk. C'est quel délire ce mec. 5 réceptions, 156 yards. Évidemment, les stats, elles sont biaisées évidemment par cette grosse réception de 76 pour le touchdown, mais quand même. Et le mec fait que 5 réceptions, alors qu'on a l'impression qu'il était partout. Mais parce que toutes ces réceptions, elles sont ultra décisives. Il est absolument parfait depuis le début de la saison. Il n'a pas eu un match sans. Il est incroyable. Il n'est pas assez mentionné dans les top receveurs de NFL et ce n'est plus normal. On se posait la question avant le début de la saison, est-ce que c'est un top 10 receveur NFL ? Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est un top 5 ? Est-ce que c'est un top 3 receveur NFL ? Ce qu'il fait cette saison, c'est absolument délirant. Il est tout le temps seul. Et s'il est tout le temps seul, contre toutes les défenses, c'est pas parce que les défenses sont mauvaises. Au bout d'un moment, s'il est tout le temps seul, c'est que ses tracés sont parfaits, c'est qu'il a la bonne vitesse pour se rendre libre. Et quand il attrape le ballon, eh ben, il avance. Il avance encore plus. Brandon Ayuk, c'est... Je pensais pas au moment de sa draft qu'il deviendrait non seulement très fort, mais qu'il deviendrait aussi fort. Là, on a un gars, bah franchement, s'il n'est pas autant discuté en haut de la NFL, c'est qu'il n'a pas la personnalité ou le physique ou le charisme d'autres. Mais par contre, au bout d'un moment, quand il est sur le terrain, bah, il éclate tout le monde et il n'y a que ça qui compte. Ouais. Puis il y a un truc. Tu parlais de ces tracés, mais moi, c'est au départ, quand il arrive face à son défenseur, tac, il change de direction. Le mec, et pourtant, en face, c'est pas que des Ambry Thomas, c'est pas que des plots. Hein. Je veux dire, il y a des vrais défenseurs face à lui. Et les mecs, ils se retrouvent toujours dans. Il est exceptionnel. Il a une vitesse folle, il change d'appui à 2000 à l'heure. Franchement, vous le regardez jouer, c'est un régal pour les yeux, quoi. Et puis, il a un truc des grands en plus sur ses changements de direction, c'est qu'il fait pas des changements de direction obvious de je vais foutre un pas sur le teco, un pas de l'autre côté, et le défenseur il le regarde et fait mais tu me prends pour un débutant ou quoi. Non, ça va être juste un petit mouvement de hanche imperceptible, mais le mec il va se tromper totalement. Et puis bah le moment où... Et la connexion qu'il a en plus avec Purdy, c'est que Purdy peut lancer le ballon avant que le mouvement de fin soit fait parce qu'il sait qu'il va être tout seul et il sait qu'il va être là. C'est en plus de ça la connexion qu'il a, et on pourra parler aussi peut-être dans les tops de George Kittle. La connexion, t'en as parlé Olivier, que Purdy a avec ses receveurs, elle est délirante. Parce que là, il se trouve les yeux fermés maintenant. On voit certaines passes de Purdy où quand tu regardes sur le ralenti de la caméra de derrière, il y a une forêt de mains. Et la réception, elle se fait parce que la passe, elle est dans le bon timing, elle est au bon endroit. Le mec, il a juste ce qu'il faut d'espace pour attraper le ballon. Même Deebo Samuel, qui est un petit peu moins en vue en ce moment, mais il a quand même 3 réceptions, il fait du yard. La connexion de Purdy avec les receveurs en ce moment, elle est létale. Et je rajouterais même un truc, c'est que si à la rigueur on devait chipoter et être un poil casse-pied concernant Purdy, allez, soyons complètement tarés, par moment, il fait des passes que je pourrais qualifier d'un peu hautes. Et ce que je trouve extraordinaire chez Kittle et chez Ayuk, c'est cette capacité quand même à aller les chercher, parce que par moment, ils vont les chercher très haut, les balles. Il y a quand même une détente chez Kittle et chez Ayuk, moi, qui m'impressionne, vraiment. Et c'est vrai qu'il y a cette connexion qui est dingue. Moi, à un moment donné du match, moi, je me suis dit, Ayuk, il va nous les faire, les 200 yards. À un moment, j'y ai cru, quoi. Ah ouais, mais moi, voilà, parce qu'on n'en a pas parlé, c'était dans mes 4 tops. Mes 4 tops, ils ont été cités. Il y en a 3 qui ont été cités. Le dernier, on l'a pas cité, et c'est un scandale. On ne peut pas ne pas le citer. Les gars, on a le meilleur tight end de la ligue. Il n'y a même pas à discuter. Il ne couche pas avec Taylor Swift, je n'ai rien à branler, moi. Mais vous vous rendez compte ce qu'il fait? Vous vous rendez compte ce qu'il fait? Il prend des ballons, ils sont sur Pluton, les mecs essaient de lui casser les côtes, quand il redescend, qu'est-ce qu'il fait? Il leur rentre dedans, il les fait reculer. Mais il a fait encore, le match que nous fait Kittle, il est hallucinant encore une fois. Ils ont trouvé la play action avec la feinte, on donne la balle à Kittle, il est tout seul sur la ligne de scrimmage, qu'est-ce qu'il fait? Il part tout droit, il enfonce les mecs. Moi je trouve ça rigolo, hein, et moi, jouons comme ça, c'est du bonbon. Kittle, il nous fait ça faisait longtemps que je ne l'ai pas trouvé aussi fort de façon régulière. Et puis bon, moi ça m'arrange, comme j'ai l'en fantasy, en plus il marque des touchdowns, donc c'est parfait. Moi, il y a un jeu en plus de Kittle qui m'a impressionné, notamment évidemment ce jeu, ce trick play qui était assez impressionnant parce qu'en plus c'est une situation où on est proche de notre end zone et tout le monde s'attend à ce qu'on court.
Moi, il y a un jeu qui m'a impressionné, c'est qu'à un moment, je sais plus, je crois que c'était en première mi-temps, il fait une réception. Et il fait une réception pas contestée, mais par contre, t'as pas mal de mecs sur lui. Et tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, il va prendre la réception et puis on a pris le first down, c'est pas grave. Non, il va toujours aller chercher sur un tout petit espace 3-4 yards de plus, qui peuvent paraître insignifiants. Mais 3-4 yards de plus dans un match, dans un drive, ça compte de fou. Et il va aller les chercher parce que les mecs, ils sont pas capables de le plaquer, en fait. Ils arrivent pas à le plaquer. Tant qu'ils sont pas 3, le mec, il est debout. Bah ouais, une 2e et 8 devient une 2e et 3 avec lui, donc c'est sûr que ça change les choses. Est-ce que vous avez d'autres points que vous voulez discuter? En top, je crois qu'on a fait un bon tour. On aurait pu citer tout le monde quasiment, mais non, je pense qu'on a fait le tour. Bon, on va parler des flops. Gonzague, t'as l'air lancé. C'est quoi ton flop de ce match? J'ai un petit peu changé à la dernière minute, puisqu'au début, je voulais parler d'une partie, pas toute, mais d'une partie des équipes spéciales. Mais j'ai envie d'être polémique. Et d'avoir un flop qui va certainement faire grincer les dents quelques personnes. Kevin m'a un petit peu spoilé tout à l'heure. Et il est vrai que si on résume à son début de saison et si on résume à son match face aux Buccaneers, la question de est-ce que Hufanga est une blessure majeure se pose en réalité. Parce que C'était mon flop, donc c'est pas si polémique à mes yeux. Ouais, je n'ai pas trouvé du tout Hufanga dingue sur ce match-là, mais alors vraiment pas. Et clairement, si on accepte en effet ce premier big play qu'il encaisse, j'ai l'impression que J.R. Brown a été une plus-value sur ce match. Alors à voir évidemment dans la durée, mais sur sa manière de défendre en red zone lorsque les Buccaneers poussaient, bah moi je suis désolé, l'absence d'Hufanga est passée comme une lettre à la poste pour moi. Donc voilà, sur le papier, la blessure d'Hufanga est une très mauvaise nouvelle. Si on dépeint par rapport à ce seul et unique match et par rapport mais en plus général à un début de saison, bon bah c'est une blessure. Voilà. Moi j'ai pas, encore une fois, Hufanga, je l'ai encore une fois pas trouvé extraordinaire hier soir. Ouais, je suis d'accord avec toi. En plus, sur l'ensemble de la saison, c'est vrai qu'il a été assez défenseur. Ça reste un très bon défenseur et des tas d'équipes le trouveraient comme leur top parce qu'ils ont une défense de merde. Aujourd'hui, dans une défense aussi forte que la nôtre, il a loupé quelques matchs, je suis d'accord. Après, de là à dire que c'est une blessure mineure, je sais pas, on verra l'apport de J.R. Brown, mais moi je l'avais en flop aussi dans ce match-là. Et un des plays au départ que j'avais en flop en regardant le match, c'est le moment où il se blesse, où je savais pas qu'il s'était blessé, où je me suis dit genre, non mais ça va, c'est quoi se faire péter les chevilles comme ça? Bon, au final, il s'est vraiment pété le genou sur l'action, mais bon, ouais, je trouve qu'il a pas fait en dehors de sa blessure, il a pas fait un bon match. Kevin, ton flop? Ça va être assez rapide parce qu'honnêtement, ça court pas les rues les flops dans ce match, mais on en parle depuis tout qu'il est là. Kyle Shanahan a tendance à perdre le fil du jeu en deuxième mi-temps quand ça va trop bien. On l'a un peu évoqué. Et encore une fois, on le voit. Ça va coûter cher en playoff encore, ces histoires-là. J'espère qu'il va finir par trouver la clé. On dirait que le cerveau déconnecte à un moment et il perd la clé. Il perd le mojo pour continuer à avancer. J'espère qu'il va corriger ça parce que ça nous a déjà coûté des matchs importants et j'ai peur que ça le refasse. Olivier? J'ai pas envie de lui crier dessus, mais putain, mais qu'est-ce qui me fatigue. Ambry Thomas, il est nullissime. Il rigole pas, Gonzague. Il a été nul. Il fallait revenir quand même à la base quand même. Il y avait un truc. L'univers, il s'est passé un truc dans l'univers la semaine dernière qu'il fallait corriger. Non, parce que franchement, le premier touchdown, il est sur Mike Evans. Hier, Mike Evans, il lui en a mis 5. Le mec, il défend dans le dos du receveur. Il est con ou il le fait exprès? Il y a un moment en fin de match, tu as encore une action où tu as un drive, il se tente une 4e et 14, et c'est pas du jeu. Baker Mayfield, il la vise dans la direction de l'autre débile. Et bien entendu, qu'est-ce qu'il fait? Il est encore derrière le receveur. Et il m'a gonflé encore une fois. Donc, pour l'ensemble de sa nullité, Ambry Thomas. Mais Olivier, si on peut te rassurer, Jason Verrett est de retour. Ah, l'autre qui va être content. Mais oui, mais j'avais fait une hot take complètement folle en début de saison et là l'histoire est en marche, quoi.
L'histoire est en marche. Il va Jason mettre Verrett va faire un cet pick incapable six de au Ambry Su- Thomas il va le- dehors. Et Jason Verrett va le faire, ce putain de pick six au Super Bowl, les gars. Franchement. Surtout qu'il serait dans la forme de sa vie. D'après beaucoup de monde, il serait soi-disant dans la forme de sa vie. Bon, je trouve ça quand même étonnant parce qu'il a été quand même. En fait, le truc, c'est que comme il a pas joué depuis plus d'1 an, ça fait plus d'1 an qu'il s'est pas blessé, donc c'est la forme de sa vie. C'est ça, exactement. Non, mais blague à part, par contre, beaucoup de fans l'ont encore mentionné durant ce match et se posent la question de qu'est-ce qui se passe avec Isaiah Oliver, parce que moi, je ne le vois pas dans la liste des blessés. Il y a un choix qui est fait de mettre le noir en position nickel et de mettre Ambry Thomas sur les extérieurs. Et sur quelques jeux, ils ont d'ailleurs alterné, mais de manière plus rare. Mais c'est quoi le problème en fait avec Oliver? On lui reproche quoi en fait? Et c'est surtout un choix, oui, exactement, que je ne comprends pas, puisque Oliver a été plutôt bon en nickel. Et Deomodore Lenoir, quand il est à l'extérieur, fait correctement le travail. Deomodore Lenoir en nickel, je le trouve pas si pertinent que ça, et Ambry Thomas à l'extérieur, c'est catastrophique. Je comprends pas je comprends pas le raisonnement derrière ce choix, parce que Isaiah Oliver n'est pas une superstar, mais c'est notre meilleur nickel cornerback de l'effectif. Je comprends pas ce choix. Et je me demande s'il n'y a pas un problème, Steve Wilkes, avec Isaiah Oliver, parce que depuis le début de saison, même depuis cet été, il y a des rumeurs comme quoi Isaiah Oliver ne trouve pas sa place. Il y a même eu des rumeurs comme quoi il ne serait pas dans les 53 à un moment donné. Finalement, il joue pas, il ressort, il rentre. Là, on le voit qui est un peu sur la touche, alors que les cornerbacks sur place sont pas folichons. Donc, je me demande si Steve Wilkes comprend le joueur Isaiah Oliver ou pas. C'est une bonne question. Je sais pas du tout. Faudra lui poser la question. Moi, mon flop, bon, j'avais Hufanga du coup comme Gonzague. Moi, ça va être sur l'utilisation d'un joueur, pas sur le joueur en lui-même qui fait une performance très correcte. C'est sur l'utilisation sur ce match de Christian McCaffrey que j'ai pas trop compris. Parce qu'il fait un super match, sauf que le souci, et Kevin en a parlé, c'est qu'il y a un moment donné où, quand Shanahan a perdu le fil, il a fait beaucoup de courses au milieu. Et tu ne fais pas beaucoup de courses au milieu tout le temps avec McCaffrey. Elijah Mitchell fait un drive, il fait 4 super courses, il avance, et puis plus rien. On a toujours Jordan Mason sur le banc et on ne l'utilise pas. Si tu as envie, en tant que Kyle Shanahan, de faire des courses plein centre, bah fais-les avec un running back qui est né pour faire des courses plein centre. Fais-le pas avec un running back qui est né pour éviter des gars parce qu'il court plus vite qu'eux. Fais-le pas avec un running back qui a un historique de blessure aussi important que celui de Christian McCaffrey, là où en plus tu le fais dans un moment du match où on a quasiment déjà gagné. Si c'était le moment où on devait gagner, le drive de la victoire, évidemment McCaffrey est sur tous les ballons. Mais là, c'est pas le drive de la victoire, c'est le drive pour faire avancer l'horloge, comme Gonzague aime bien qu'on fasse avancer l'horloge. Que tu fasses des courses plein centre me dérange pas, mais fais-les avec un mec que t'as dans l'effectif quasiment que pour ça. Tu peux avoir un Jordan Mason dans ton effectif quasiment que pour faire des courses plein centre en fin de match. Et moi, je serais OK avec ça. Et c'est pour ça que je dis que je comprends pas l'utilisation de McCaffrey, parce que je n'ai pas compris pourquoi c'était lui qui faisait ses courses à ce moment-là. Voilà. Après, ça reste un flop assez limite. C'est pas non plus un mec qui a fait une performance dégueulasse. McCaffrey fait que, entre guillemets, 3,7 yards par course dans ce match-là, mais parce qu'il y a tout de la deuxième mi-temps où on l'envoie au casse-pipe dans des courses dans les defensive tackles. C'est compliqué de performer comme ça quand c'est pas ton style. Et je te rejoins, c'est pas grave en soi, c'est pas un gros flop, mais le problème c'est qu'on va se manger une blessure à la con avec Christian McCaffrey, où on va le perdre pour 1-2 matchs, voire au pire pour la saison, alors qu'au final on aurait pu s'en passer et faire courir des gars qui sont faits pour ça. T'as totalement raison là-dessus. Et Elijah Mitchell s'est pas blessé depuis 4 matchs. Bah profites-en, il est hyper fort. Quand il est sur le terrain, il est hyper fort. Ça serait un running back 1 dans la moitié des équipes de la ligue. Fais-le jouer. Dès qu'il a le ballon, il prend 6 yards. Bah vas-y, lance-le. En fait, si on résume ton flop, c'est en fait un peu Shanahan à travers ses appels de jeu, puisque McCaffrey. Oui, voilà, c'est ça. C'est que c'était dans là où je voulais aller, c'est que c'est les appels de jeu de Shanahan. Et plus que les appels de jeu, c'est les personnels qu'il met pendant ces appels de jeu. Mais là où je vais vous rejoindre tous les deux, Kevin et toi, sur Shanahan, c'est que au-delà du fait qu'il perd le fil, moi je ne sais pas si les auditeurs et si vous-même vous êtes d'accord avec ça, c'est qu'en plus de ça, les jeux deviennent téléphonés. C'est-à-dire que ce qui est formidable chez Shanahan, c'est sa créativité. Tu t'attends à un jeu quand tu vois l'alignement des joueurs et en fait tu as tout autre chose au moment où le jeu est en action. Là, dans ces cas de figure-là, tu sais qu'il y aura une course plein centre. C'est écrit en fait. Il n'y a plus aucune créativité. C'est-à-dire, c'est ça qui est très étonnant quand il perd
le cours du match comme ça, c'est que c'est convenu, en fait. Tu peux vraiment... là, il y a 2-3 actions où je me suis dit, putain, je suis coordinateur défensif, je sais que je peux blitzer et envoyer mon strong safety taper dans la box. Je sais très bien ce qu'il va appeler comme jeu. C'est ça que je trouve très étonnant. Et encore que j'ai Là trouvé... où en première mi-temps... Vas-y, Olivier. Pardon. Et j'ai trouvé quand même qu'il y avait de la progression. Rappelez-vous, il y a des choses qu'on a vu hier qu'il n'aurait jamais tenté. Quand il va tenter la 4e et 3 dans le 4e quart-temps, on est sur les 50, il peut punter et le rendre la balle. Il va la tenter en faisant une passe. Je veux dire, ça, il y a encore un an, il l'aurait pas fait Shanahan. Donc, je vous l'ai dit et je le répète, il progresse à sa vitesse à lui à ce niveau-là. Il ne faut pas trop lui en demander trop vite. Vous savez qu'il est quand même assez hermétique au changement à ce niveau-là. Non, en fait, moi, c'est surtout pour rejoindre Gonzague, c'est que en première mi-temps, son cahier de jeu, il était hyper ouvert. Il y avait plein de choses différentes. Il y avait des moments où tu te dis, vas-y, c'est McCaffrey qui va courir, et puis en fait, tu as une fake, et il va lancer, et tu as des jeux un peu tu as des courses un peu cheloues, des receveurs qui sont durs à lire pour un défenseur. Et en fait, je pense qu'il y a aussi une grosse frilosité chez Shanahan, c'est que dès que l'écart est fait, il ne veut plus prendre aucun risque, et du coup, ça va être end-off, course plein centre, end-off, course plein centre, 3e et 8, passe sur Kittle. Et c'est lu, en fait, parce que c'est pas des débutants, les coordinateurs défensifs, notamment ceux des Buccaneers, qui sont quand même assez expérimentés dans une défense très, très expérimentée. Donc ouais, je trouve qu'il y a eu un peu de frilosité. Moi, je voulais juste revenir sur un petit point hors 49ers avant qu'on passe à la suite. J'ai beaucoup aimé le cahier de jeu des Buccaneers, que j'ai trouvé très diversifié, et je m'attendais pas du tout à ça. Donc bravo à eux. Ils ont pas grand-chose pour eux dans leur attaque, mais au moins ils ont un cahier de jeu intéressant. C'est vrai. Et ils ont l'air d'avoir envie de suivre Baker Mayfield. Et ça, c'est un point positif pour une attaque. Ouais. Je l'ai trouvé pas mal. Moi qui suis j'aime bien vous écouter, vous disputer sur lui. Comme moi, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Donc j'ai trouvé ça très intéressant le match qu'il a produit en face de nous. Et on bat une équipe qui a un bon quarterback et une belle équipe. Donc il faut pas minimiser notre victoire. Bon, on va passer à la suite, à notre preview du match de jeudi contre les Seahawks. Dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin, nos 49ers se déplacent chez notre ennemi juré pour le premier de 2 affrontements, les Seahawks, au Lumen Field de Seattle. Le Thursday Night Football, le Thanksgiving Thursday Night Football contre les Seahawks, une équipe de Seattle qui a un plutôt bon bilan quand même, un 6-4. Ils sont derrière nous évidemment, mais quand même 6-4. Gonzague, qu'est-ce que tu attends de ce match contre Seattle ? Alors c'est difficile à définir de manière exacte. Moi, j'attends que la défense continue à performer. Ça, c'est certain. Je pense qu'il faut vraiment qu'elle se mette dans un certain rythme et que ces 3 matchs sont un petit peu de l'histoire ancienne. Et je pense surtout du côté de l'attaque. Moi, que j'ai des grosses attentes parce que Seattle, c'est quand même une équipe qui s'est bien renforcée en défense, je trouve, ces derniers temps, avec en point d'orgue Leonard Williams qui est arrivé tout récemment. Et ça va être une belle confrontation de notre attaque face à une belle défense. Donc voilà, c'est à l'attaque vraiment de montrer un certain niveau de jeu, je trouve. Kevin ? Déjà, avant toute chose, pour l'anecdote, la dernière fois qu'on a joué à Thanksgiving, c'était déjà face aux Seahawks. À l'époque, on affrontait un Richard Sherman qui nous avait littéralement humiliés. Donc on espère qu'on va vivre une meilleure expérience cette fois. Ah putain, ça vient de là l'image où cet enfoiré il mange du poulet sur le logo des Niners. Exactement, ça vient de là. Vas-y, c'est bon, faut qu'on les fracasse et qu'on mange du poulet sur leur logo. C'est de la dinde. Il mangeait la fameuse dinde de Thanksgiving sur notre logo. Non mais il pourrait manger du pâté de foie, j'en ai rien à foutre, je veux grave sur leur logo. J'en ai rien à branler que ce qu'ils mangent. Après on se demande pourquoi je déteste Richard Sherman, mais bon, c'est un autre sujet. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? Honnêtement, je ne la trouve pas si impressionnante que ça, cette équipe des Seahawks. Alors, la défense, oui, il y a des noms. C'est pas mal, mais ça vient de perdre contre les Rams. Ça galère à battre à peu près tous les adversaires qu'ils ont battus. Ils sont passés par des trous de souris plusieurs fois pour avoir le bilan qu'ils ont.
Honnêtement, il pourrait avoir 2-3 défaites de plus, ça serait pas un scandale. Moi, je trouve qu'on est largement supérieur dans tous les secteurs du jeu, sans exception. J'attends vraiment, pas une démonstration, ce serait sévère, mais une victoire tranquille, honnêtement. Olivier? Ouais. Honnêtement, j'ai pas regardé à quoi ça ressemble les Seahawks cette année. Hein. Je sais que c'est toujours le même principe. Ils ont Dickie Metcalf, ils ont Lockett de l'autre côté. Voilà. Mais sinon, j'ai vu jouer, ils avaient bon running back. Est-ce qu'il paraît il est blessé? C'est ça. Pour vous dire, comme je crois que c'est un Walker 4, Walker 5. J'ai pas suivi la série. Donc, Non, 3. Non, 3 Ah ouais, seulement. c'est le 3, d'accord. Ce Voilà. sera son fils dans 10 ans, le 4. Certainement, mais voilà, donc j'ai pas je connais pas cette équipe, ça m'intéresse pas de toute façon. Tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on continue. Moi, je veux qu'on reste sur cette dynamique. La dynamique, elle est bonne. On met de la pression sur le quarterback adverse, on lui met le cul par terre, et puis voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Si on joue comme ça, on risque rien. On est meilleur que 90% des équipes NFL cette année encore. Donc, il n'y a pas d'ingrédient particulier. Restons focus. Et aller gagner à Seattle, ça peut être vraiment rigolo. Oui, et puis tu l'as dit, mettre le cul du quarterback par terre. Le quarterback qui sera peut-être Drew Lock, puisque Geno Smith est un petit peu blessé. Il est questionable à l'heure où on se parle pour le match de jeudi. Donc ce sera peut-être Drew Lock à qui il faudra mettre le cul par terre. Quel que soit le quarterback, de toute façon, moi je suis d'accord avec vous. Ça doit pas être une discussion de battre Seattle. Moi, j'ai toujours cette vanne de on va perdre un match contre Seattle cette saison. J'ai regardé un petit peu ce que ça donnait contre les Rams. Oui, non, je pense pas que ça sera finalement une défaite contre les Seahawks. Vous l'avez assez bien dit, ils ont gagné des matchs, pas mal de matchs par des trous de souris. Ils ont gagné que 3 points contre Washington, ils ont gagné que 4 points contre Cleveland, contre qui on a perdu certes. Ils ont gagné un match en prolongation, ils ont galéré contre les Cardinals. C'est pas une équipe si impressionnante que ça, elle gagne, et ça, faut leur reconnaître quand même qu'elle gagne. Il y a que ça qui compte au final à la fin. Mais non, globalement, elle me fait pas trop peur cette équipe. Ils ont pas mal de très bons joueurs. Mais globalement, dans un ensemble, ça reste quand même très loin du niveau des Niners et ça doit pas être une discussion que de les battre jeudi. Gonzague, ton facteur X de ce match contre Seattle? Je t'avoue que c'est un petit peu en l'air parce que j'ai pas du tout réfléchi. On peut passer. Attends, oui, donc je pense que je peux me lancer. Je suis curieux de voir la confrontation Christian McCaffrey face au premier rideau des Seahawks que je trouve pas dégueulasse. Donc je pense que ça va être intéressant de ce côté-là. McCaffrey va se confronter à un beau premier rideau et surtout extrêmement mobile, donc capable de le contrer aussi bien dans l'axe que d'un point de vue latéral. Donc voilà, c'est un peu ce match dans le match que j'ai hâte de voir. Kevin? Je vais encore parler de la D-line. Alors, pas directement pour la chasse au quarterback, mais plus parce qu'on va affronter DK Metcalf, Tyler Lockett, même Jackson Smith-Njigba, et notre secondary va avoir besoin de ce renfort-là, va avoir besoin qu'on laisse pas beaucoup de temps au quarterback pour lancer, parce que on a vraiment un gros corps de receveurs face à nous. Donc je pense que ça va être un axe majeur de ce match. Olivier? Écoute, moi je vais revenir de l'autre côté, notre O-line. Je veux un step-up de notre O-line, surtout de Bufford. J'ai regardé ce que tu disais, Elliott. Je me suis un peu focus sur lui. Il n'est pas bon. À l'heure actuelle, il n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout. Et Purdy, faut pas il le fait bien, mais il faut qu'il le fasse le moins souvent possible, d'être obligé de s'échapper de la poche de façon, parce que c'est compliqué. Il se fait saquer 3 fois. Bon, après, se faire saquer, c'est pas grave, parce que vu les sacs qu'il encaisse, c'est pas des sacs dirty, mais moins tout ton quarterback, mieux c'est. Donc le travail de la O-line et surtout le travail du côté droit. Moi, mon facteur X, ça va être 2 duels. 2 duels de certains de nos pièces d'attaque contre leurs pièces défensives. Le premier, ça va être le duel George Kittle-Bobby Wagner. Ça peut être juste incroyable à regarder. Juste, si tu es fan de football et que tu vois George Kittle et Bobby Wagner se rentrer dans la gueule, ça peut être absolument incroyable à regarder. Je veux que George Kittle continue sur le rythme dont parlait Olivier, qui est un rythme de First Team All-Pro, clairement. Est-ce qu'il le sera ou pas? Limite, j'en ai rien à faire. Par contre, il a un rythme de First Team All-Pro en ce moment. Et face à un Bobby Wagner, on a l'impression que Bobby Wagner, le temps n'a pas de prise sur lui, il est toujours aussi fort.
Donc ça va être un super match dans le match. Le deuxième, il y a un bruit là. C'est qui Mon deuxième duel, ça va être Brandon Ayuk face à quel que soit le cornerback qui sera en face de lui. Devon Witherspoon et Rick Woolen sont deux très bons cornerbacks. Lequel des deux sera face à lui, je ne sais pas. Mais il faut que Brandon Ayuk face à des cornerbacks. Ok, Jamel Dean est un bon cornerback, mais il n'est pas du tout au niveau de Witherspoon et Woolen. Face à un très très gros cornerback, il faut qu'il continue à montrer qu'il est un receveur ultra dominant. Là, pour le coup, j'ai moins de doutes. Je pense qu'il va le montrer. Mais c'est toujours marquant en prime time, en match de Thanksgiving, face à un gros nom du poste de cornerback comme Woolen ou comme Witherspoon, de montrer que tu es au top, comme tu nous le montres, nous, à fans des 49ers, mais le montrer au monde pour que les gens se rendent enfin compte de quel joueur de dingue c'est. Ça peut faire la différence, non seulement sur le point du match, mais aussi sur le statut de Brandon Ayuk au niveau de la ligue. Complètement d'accord sur cette confrontation, ouais, parce que Devon Witherspoon, honnêtement, il sera peut-être pas considéré à cause de sa position de corner comme rookie de l'année, mais honnêtement, il est très impressionnant depuis le début de l'année. Il n'a pas usurpé sa place de cornerback numéro 1. Non, c'est clair. Puis, côté Seahawks, en fullback, il y a un joueur assez particulier qui s'appelle Nick Bellor, qui était chez nous en tant que linebacker il y a quelques années, et qui maintenant est fullback aux Seahawks, donc un joueur assez surprenant. Kevin, ton pronostic sur ce match? Victoire, allez, on va aller avec une victoire écrasante, 41-14. Allez. Ah oui. Gonzague? Moi, je vois moins de points que Kevin sur ce match-là. Je donne une victoire des 49ers 19-6. Olivier? 27-12. Ok. J'ai toujours l'impression qu'Olivier, il a des chiffres qui lui passent par la tête et puis c'est ça. C'est le numéro du loto. Il a une lumière qui s'allume. 27-12. 27-12. Mais pourquoi vous voulez que je vous prenne la tête? Non, t'as raison. Pour moi, ce sera 25-13. Je suis pas loin d'Olivier. Je trouve que c'est assez. Ça va être dans ces eaux-là, à mon avis. Eh bien, on va passer, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur ce match, on va passer aux questions des auditeurs. Notre ami Gonzague a posé les questions sur Facebook, Loïc les a posées sur Twitter. Vous avez encore été une nouvelle fois très nombreux à nous poser des questions. La première, donc sur Facebook, Jean-François Caillot qui nous demande, Gonzague, je vais la poser à toi. Quand on voit ça, est-ce qu'on doit s'enflammer? Il parle de la stat où il est le premier quarterback de San Francisco depuis 89 à avoir un passer rating parfait. Est-ce qu'on doit s'enflammer devant Brock Purdy? Alors, c'est là où peut-être Olivier et moi, on est un peu différents. C'est que moi, je peux monter dans la hype. La réponse, oui. Et oui, je m'enflamme. Je m'enflamme parce qu'en fait, il ne m'a jamais, même dans les matchs qu'il a un peu plus raté que d'autres, il ne m'a jamais montré de signe d'une régression quelconque. Ce n'est pas du tout un quarterback, comme on peut le voir pendant tant d'années en NFL, un peu en sur-régime, où on sent qu'il est au-dessus de ses capacités pour un temps et qu'après, il va se remettre à l'heure. Là, non. Il est sur un niveau très, très élevé de manière générale depuis qu'il a pris le pouvoir à San Francisco. Les quelques matchs sans qu'il a eu, c'est très à la marge et c'est la plupart du temps des matchs sur lesquels on aurait dit que c'était un bon match de quarterback à une époque moins valorisante que celle que nous vivons aujourd'hui. Donc oui, moi je monte complètement dans la hype et je vais même plus loin. C'est que là, on parle d'un joueur qui est encore en début de carrière, mais imaginons que sous le régime Purdy, nous gagnions 2 Super Bowls, par exemple. Je ne parle même pas de 3, 4, 5. Non, juste 2. Est-ce qu'on va parler d'une ère Purdy, comme on a parlé d'une ère Montana, comme on a parlé d'une ère Steve Young? Je commence très sérieusement à m'interroger par rapport à ça. Juste pour te répondre vite fait sur ce point-là, quelle que soit la franchise, quel que soit le quarterback, un quarterback pour moi qui gagne 2, même il y a des quarterbacks qui ont gagné 0 Super Bowl, mais un quarterback qui gagne 2 Super Bowl dans sa carrière, on parle d'une ère, oui. Même si Eli Manning est un quarterback moyen dans l'ensemble, il y a une ère Manning à New York. Il y a une ère Mahomes, même si sa carrière ne fait entre guillemets que débuter, il y a une ère Mahomes à Kansas City. Je pense qu'on est dans des trucs comme ça quand un mec gagne 2. Si on gagne le Super Bowl contre les Chiefs et qu'on va en finale et que quand on perd contre les Rams, qu'on va au Super Bowl et qu'on le gagne, il y aurait eu une ère Garoppolo à San Francisco sans aucun doute, quel que soit le niveau de Garoppolo. Je pense. Alors, je vais peut-être affiner la chose. Moi, ce qui m'impressionne chez Purdy, c'est qu'au-delà du talent pur, il y a cette gagne, il y a cette envie.
Parce que des quarterbacks bourrés Il de pue la talent, victoire. Il pue la ouais, victoire. c'est exactement, clair. des quarterbacks qui sont bourrés de talent mais qui n'en ont rien à secouer sur le terrain. On en a vu passer des milliers avec personne. Lamar Jackson. Ouais, mais moi, le symbole absolu pour moi du quarterback de talent qui en avait rien à foutre d'être sur le terrain, qui avait zéro esprit de gagne, c'est Jay Cutler. J'avais Ouais. le même nom que toi en tête. Ouais. J'avais le C'est- même nom c'est- que toi en c'est- tête. S'en bat les couilles. Jay Cutler, et c'était un talent monstre d'un mec qui était juste là pour s'amuser sur le terrain, il s'en foutait réellement de gagner ou de perdre. Voilà. Et Purdy, il a cette envie de gagne. Et n'en déplaise à Olivier, moi, ça me rappelle les Tom Brady, ça me rappelle des gens comme ça, quoi. Est-ce qu'il y avait plus de talent, de physique, de puissance chez Tom Brady que face à d'autres? Non. Mais Il y avait le plus mec, il avait la d'arbitres. Il y gagne. avait plus d'arbitres. Il y avait plus Non, d'arbitres, mais c'est tout. Au- Voilà. Au-delà de ça, Suivante. Olivier, Question suivante. Question suivante. Olivier, au-delà de ça, non. Honnêtement, il y a ce truc. Vous voyez ce que je veux dire, ce truc qu'on ne peut pas, qu'on a du mal en fait à expliquer, mais qui est visible de tous. Et c'est ça que je trouve très intéressant chez lui. De juste revenir sur la question, faites-moi plaisir, arrêtons de parler d'enflammade Brock Purdy. Il n'y a plus d'enflammade. Le gars, ça fait plus d'un an qu'il prouve. On s'enflamme pas quand on dit que Brock Purdy est incroyable et qui rentre dans le top 5 de la ligue. Il n'y a plus d'enflammade Brock Purdy. C'est un quarterback aujourd'hui qui est là, qui est présent en NFL, qui est pas là pour être une étoile filante. Il prouve, il réussit tout ce qu'il fait, il a le package complet, les passes courtes, les passes longues, les multiples lectures, les allonger le jeu, se déplacer. Il fait tout. Il y a plus d'enflammade. C'est Brock Purdy, c'est un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Point. Et il rend les C'est autres vrai que meilleurs. Et c'est vrai que moi, je me faisais un petit parallèle là-dessus avant de passer à la question suivante. Quand je regardais les avis des gens sur CJ Stroud, qui est un quarterback qui fait un super début de carrière, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour certains, CJ Stroud est déjà installé en NFL alors qu'il a moitié moins de matchs que Brock Purdy. Et Brock Purdy, on pose toujours la question de est-ce qu'il est au niveau ou pas? Oui. Oui, et on pose plus la question en fait. Maintenant, c'est de savoir quand il ne fait plus. Bon, le match de ce week-end était un match hors du commun. Mais quand il fait pas un match, maintenant on va parler de mauvais matchs quand il rate. On parle plus de bons matchs quand il est bon. On va parler de mauvais matchs quand il rate. La différence, il a c'est que jamais CJ fait. Stroud est un choix du top 10 avec le statut qui va avec. Exactement. Brock Purdy, tout le monde pense que c'est un 7e tour encore. Et tout le monde le voit en tant que tel. Richard Sherman disait cette semaine, si ça avait été un premier tour, aujourd'hui, on en parlerait comme un des visages de la NFL. Non, Ah mais oui, clairement, tu refais la draft 2021 aujourd'hui. Brock Purdy est sélectionné dans le top 3. Point. Moi, juste pour faire la comparaison avec CJ Stroud, il y a un truc qui diffère quand même, c'est que CJ Stroud, il n'a pas les Avengers autour de lui, aussi bien sur la O-line que Non, au niveau bien des, sûr, au niveau bien des sûr, bien receveurs. Et mais là où je suis d'accord, c'est que c'est pour ça que moi l'année dernière je voulais pas monter en courant dans le train parce que ça va tellement vite, dans ce nouveau monde. Les gens on les monte et on les descend aussi vite. Donc c'est pour ça que l'année dernière j'étais dans l'attente. Et Purdy a confirmé. Donc il y a plus comme dit Kevin, il y a plus d'enflammade à avoir. On a un super quarterback, un mec qui a le niveau qui prouve semaine après semaine. Moi à l'heure actuelle, tu me demandes entre Purdy et Josh Allen, Josh Allen il reste où il est. Voilà. Et Non, puis il y a mais non, toujours mais ce biais. Ah. Tu parlais de l'argument des Avengers. Putain, Mahomes, mec, il avait Tyreek Hill et Travis Kelce, faut arrêter de déconner, quoi. Burrow, le mec, il lance à T. Higgins et Ja'Marr Chase, il a Joe Mixon pour porter les ballons. Brady, à la grande époque, il a lancé à Wes Welker, à Randy Moss, à Julian Edelman et à Rob Gronkowski. Faut arrêter non plus de dire que tous les mecs qui sont bons quarterbacks et qui vont gagner et qui vont loin dans une saison, bah c'est juste parce que le quarterback, évidemment, le quarterback, il aide. Mais quand tu gagnes un Super Bowl, tu as toujours des Avengers autour de toi. Qu'il soit là, on en a plusieurs, évidemment. Mais on dit les Avengers parce qu'il a McCaffrey et Kittle. D'accord. Mais on dit les Avengers, on dit Dayuk. Et quand on parle que Dayuk, les gens, ils le considèrent pas. Mais par contre, quand il est dans le groupe, c'est un Avengers. Faut savoir ce que vous voulez. Donc non, puis- là, l'argument n'est plus valable pour moi. Et puis Jalen Hurts, personne dit qu'il est Avengers alors qu'il a Goddard et Jay Brown, Devonta Smith et Swift derrière. Donc, au final, c'est juste une façon de justifier que c'est un 7e tour qui performe alors que non, il est juste talentueux. Bah justement, tu fais la liaison avec un truc, moi, qui commence un petit peu aussi à me travailler. Alors là, c'est plus les vieux cons comme Olivier et moi qui allons parler, c'est que cette question des tours de draft a toujours existé, mais pas à un tel niveau. Shanahan s'est d'ailleurs moins posé de questions que nous lorsqu'il a fallu choisir entre Purdy et Trey Lance. Mais moi, je viens quand même d'une époque où on avait sur des terrains
un Kurt Warner, non drafté, Tony Romo, non drafté. Qu'est-ce que j'oublie d'autre également en non Tom drafté? Brady, Jack Tom Delhomme. Brady, tout ça. Jack Delhomme. Voilà, Tom Brady, sixième Brady, tour. tout Jack simplement. Delhomme, Jack Delhomme, non drafté. Voilà, au bout d'un moment, stop. Stop avec le statut assuré des premiers tours de draft au poste de quarterback. Je trouve que depuis les drafts du début des années 2010, de l'époque des Sam Bradford, des trucs comme ça, je trouve que la draft au niveau du poste de QB a pris une ampleur complètement dingue au niveau des postes assurés. Non, et non. Donc, ok, c'est un 7e tour, ok, c'est Mr. Irrelevant, c'est très drôle, on pourra en faire un film une fois sa carrière terminée, mais maintenant, on arrête d'évoquer ce 7e tour pour Purdy. Ça commence à être too much. À une époque, on se posait pas tant de questions. Bon, on va passer à la question suivante, parce que rappelons que c'était une question à la base. La question suivante, elle est évidemment, elle est pour Olivier. Olivier, pourquoi Ambry Thomas, il doit faire l'étoile d'araignée sous le bureau de Shanaï? Je ne vois que ça. Question de David. C'est Dave qui a posé la question, ça m'aurait étonné. Mais pourquoi, je sais pas. Hier, La question, elle est vraiment rhétorique. Hein. Voilà. Hier, pendant le match, on a posé la question et que c'est Gonzaga a répondu. Moi, j'ai répondu sur Facebook pour me mettre en colère. Pourquoi il est sur le terrain? Je pense juste pour me mettre en colère. Voilà, non, c'est vrai, il est nul. Il a fait son match biannuel, comme tu disais. Et puis voilà, c'est fait. Donc, je trouve une solution. Et est-ce que ça sera Jason Verrett? Je sais pas. Mais en tout cas, la solution, c'est pas lui. Il y a Darrell Luther qui revient aussi. Il y a des solutions qui commencent à se présenter pour Shanahan, puis surtout pour Steve Wilkes, pour essayer de faire tourner un petit peu. On espère que ça va bouger un peu de ce côté-là. On sait que c'est John Lynch, notamment, qui tient Ambry Thomas en très haute estime. On le voit souvent intervenir, notamment, on l'a vu encore durant l'intersaison. C'est John Lynch, à titre perso, tient Ambry Thomas en trop haute estime, selon moi. Après, David Shanahan, même si c'est le décideur final, on le connaît un peu moins. Mais voilà, il y a quand même ce sujet. Lynch a quand même parlé 3-4 fois d'Ambry Thomas sans qu'on lui ait jamais posé la question. C'est presque étonnant. Après, ça se trouve, Ambry Thomas est un pur bon gars, ça on le sait pas, et il est très bon pour le vestiaire. Mais du coup, tu fais comme quand il y avait Dante Johnson, tu le fous au practice squad et après tu le prends dans le staff si tu veux. Ouais, bah, si tu fais un animateur, tu fais comme Deschamps avec Adil Rami. Et tu le prends pour animer le vestiaire et puis tu le laisses sur le banc. Kevin, une question de Vincent. Un point sur la défense que je n'ai pas trouvé que Mayfield était très en danger par rapport à Purdy. Sa O-line nous a mis en difficulté. Le deuxième touchdown de Tampa est à la limite d'une balade de santé. Je pense qu'on est tous plutôt pas trop d'accord avec ça dans le podcast. Il y a eu une petite période à première mi-temps où j'ai trouvé que Mayfield avait de temps en temps un peu de temps. Mais c'était vraiment passager pendant le match et dans la globalité, la D-line a quand même nettement dominé et a mis tellement de pression. Je pense qu'on est à plus de 20 pressions mis à Baker Mayfield sur le match. On est dans les meilleures performances défensives en termes de pression de toute la NFL depuis le début de la saison. Donc non, je pense qu'on n'a pas vu la même chose. Ouais, et puis désolé Vincent, on a peut-être eu un drive sans, en tout cas si tu l'interprètes comme tel, on n'a aucun souci avec ça. La réalité de la chose également, comme on l'avait déjà dit sur Matt Stafford lorsqu'on avait joué les Rams, c'est que l'équipe en face a aussi le droit de sortir des bons matchs. Et chose assez incroyable, vous pouvez noter cette date dans les annales. Oui, Baker Mayfield a sorti un très gros match et il est normal que de temps à autre, il mette en danger même la meilleure défense de la NFL. Oui, on a eu une très bonne attaque en face de nous, qu'on a réussi à annihiler parce qu'on a une défense stratosphérique, mais on a eu une très bonne attaque, il n'y a rien d'anormal qu'ils nous sortent un drive où ils nous mettent un petit peu en difficulté. Moi, personnellement, ça ne me choque pas. Hein. Le quai de jeu des Buccaneers était superbe en attaque. Nouvelle question, un grand classique des questions de Johan Lassous, une question du coup où chacun va donner son avis. Avec la perte de Hufanga et les nombreuses blessures vues récemment en NFL, si vous aviez chacun le pouvoir de protéger un seul joueur de notre effectif, en gros, il sera en pleine forme pour tous les matchs à venir, lequel vous choisissez, pourquoi? Et si vous voulez ouvrir le débat, vous pouvez prendre encore un joueur en attaque et en défense, car j'anticipe le double choix de Gonzague. Johan, du coup, on le sent à écouter beaucoup les épisodes, donc déjà, on le remercie. Du coup, on va prendre un joueur en attaque et en défense. Par contre, Gonzague, un joueur en attaque et en défense, pas deux en attaque. Bah, Gonzague, commençons par toi, du coup. Et le pire, c'est que j'étais prêt à jouer le jeu en ne citant qu'un seul joueur. Tu vois comme quoi t'es de mauvaise langue. Donc, merci de m'en donner un deuxième gratuit. Merci de m'en donner un gratuit. Pour te répondre, moi, même si j'adore les joueurs de ligne, j'adore tout ça, on connaît tous l'importance d'un quarterback.
en NFL. Et je pense que même si McCaffrey est stratosphérique et qu'on a quand même un Elijah Mitchell qui est en forme et on a un Jordan Mason derrière, on a des receveurs de très grande qualité, mais non. Purdy, pour moi, une blessure de Purdy serait catastrophique. J'ai rien contre Sam Darnold, hein, mais pour moi, il y aura clairement un downgrade qui pourrait nous enlever carrément de la course au Super Bowl. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et en défense, même si j'adore Nick Bosa et que j'étais le premier à le défendre, pour moi, Fred Warner est trop important, même si derrière nos linebackers remplaçants ont également montré de très belles choses depuis le début de la saison. Fred Warner, pour moi, est trop important. Donc voilà nos deux joueurs, mais je mets quand même Brock Purdy en 1. Pour moi, c'est le plus important de cette équipe. Kevin. Évidemment, je suis d'accord avec Gonzague sur Brock Purdy, mais je vais plutôt partir sur George Kittle en ce qui me concerne, parce que pour 3 raisons. Il y a la partie bloc, il apporte quelque chose d'énorme en termes de bloc, à la réception aussi évidemment, et puis pour sa bonne humeur, pour son énergie, pour tout ce qu'il apporte en tant qu'être humain, ça me paraît être le pion essentiel de cette attaque. Mais tu racontes n'importe quoi, on a Ross Dwelley derrière. Mais oui, putain, Kevin, Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es malade, tu prends des médocs. Le problème, alors là où je vais rejoindre Kevin, pardon, c'est que si c'est Kittle se blesse, on va se retrouver avec Charlie Warner et Ross Dwelley pour bloquer derrière. On va se retrouver comme des cons. Et en défense, Kevin? Et en défense, Oui. on est obligé de citer Fred Warner. J'adore Chase Young, j'adore Nick Bosa, mais Fred Warner, c'est Fred Warner. Olivier? Donc, ça va être très rapide. En attaque, ça va être Trent Williams, parce qu'il est irremplaçable. Et en défense, ça va être Fred Warner, parce qu'il est irremplaçable. Bah moi, alors, je vais avoir les mêmes joueurs que Gonzague, hein, Brock Purdy en attaque et Fred Warner en défense. Fred Warner, le quadruplé, on est tous d'accord là-dessus. Brock Purdy, parce que oui, il y a quand même l'importance du poste de quarterback. Donc je vais rejoindre Gonzague là-dessus. En défense, Fred Warner, j'adore, oui, je suis comme vous, j'adore Bossa, nanana. Mais en fait, on perd Fred Warner, Greenlaw tout seul. J'aime bien Oren Burks, j'aime bien Dee Winters, le rookie, mais le gap, il est beaucoup trop important. Là où on perd Bossa, on a quand même Young d'un côté et on va avoir du Jackson Ferrell de l'autre. C'est pas le même niveau, mais le gap, l'écart entre le niveau est moins important. L'écart de niveau entre Purdy et Darnold est moins important que l'écart de niveau entre Kittle et Warner ou entre Trent Williams et Jalen Moore. Par contre, là, l'importance du poste a la grande différence. Sur les questions de Twitter, alors on a eu pas mal de questions, la grande majorité on y a quand même répondu. On a question de José qui revient sur une stat mise par David Lombardi. Brock Purdy a le plus haut passeur rating de l'histoire sur 2 matchs de suite contre 2 bonnes défenses. Alors, ça reste des stats NFL où on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. C'est quand même impressionnant comme stat, Kevin. Ouais, Brock Purdy, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi il n'y a plus d'enflammade et qu'il est établi maintenant. Il prend trop de records par rapport à des joueurs historiques pour que ce soit juste une coïncidence. Et ça prend trop d'ampleur. Donc oui, c'est impressionnant de le voir prendre ces stats-là, comme les stats où il est le premier depuis Joe Montana et Steve Young. Ouais, mais en tout cas, on vous remercie pour toutes les questions que vous avez posées. Il y en avait plein. C'est toujours très agréable d'avoir vos questions. On va passer au jeu. Un petit jeu pour terminer l'émission. On va partir sur exactement le même principe que le jeu de la semaine dernière qu'avait présenté Kevin. Là, on va partir, du coup. J'avais entendu quand on avait parlé du jeu au début, quand Kevin présentait, une petite remarque d'Olivier derrière qui disait « Oh, toujours l'attaque ». Non, c'était Gonzague. Ah, c'était Gonzague, pardon. Eh ben, je t'ai entendu, Gonzague. On va parler de la défense. L'ordre, aujourd'hui, ça va être en 1, Kevin, en 2, Olivier, en 3, Gonzague. Vous allez devoir me citer, messieurs, tous les joueurs, saison 2022 et 2023, hein, comme pour les touchdowns de la semaine dernière, saison 2022 et 2023, qui ont fait au moins un sac, pré-saison compris. 0,5 ça compte. 0,5 ça compte, ils étaient dans un sac. Et bah c'est parti. Et du coup, donc c'est Kevin qui commence. Nick Bosa. Attends, laisse-moi revérifier. Oui. Évidemment, Nick Bosa. Il y en a juste 23, quelque chose comme ça. Armstead, bien sûr. Arik Armstead. Gonzague. Javon Kinlaw. Oui, Javon Kinlaw. Alors attention, Javon Kinlaw, juste en pré-saison en 2022, c'est tout.
Tout à fait. Ah, je te regarde, tu triches. Hein? Tu Non, triches. en fait, j'avais un match de pré-saison et j'avais pensé dans mes mémoires, qu'il avait fait un sac face aux Jags. Et en fait, non. Mais j'étais presque convaincu. Alors, j'ai envie de m'amuser déjà. Je vais tenter Jimmy Ward. Et c'est non. Déjà une faute Non. pour Kevin. Oh non, j'étais Non. sûr. Fred Warner. Oui, Fred Warner, évidemment. Drake Jackson. Oui, Drake Jackson, bien sûr. Ufanga. Évidemment, Fanga. Javon Hargrave. Oui. Les Young. Chase Young, bien sûr. Kevin Ferrell. Oui, Clelin Ferrell, évidemment aussi. Pour l'instant, là, on élimine les gros, là. Dre Greenlow. Oui. Ça y est à moi. Kevin C'est à Givens. toi. Kevin Givens, bien sûr. Kerry Hyder. Oui, Kerry Hyder. Putain, vous êtes bon, hein. Vous êtes bon. Hein. Il n'y a que Kevin qui a voulu faire le fifou, là, un petit peu, qui a eu une erreur, mais... Ouais. Commence à être un peu plus compliqué là. Je recherche les deux qui nous ont quittés cet été. Que je ne retrouve plus. Ah mince. C'est embêtant. Allez, on va tenter Flanagan Falls. Demetrius Flanagan Fall, c'est oui. Charles Bien joué. Charles Omenihu, évidemment. C'est ça que je cherchais. Ça va, Kevin? Oren Burks. Oui, Oren Burks, bien sûr. Mhm. Une bonne question. Hein. Ah, c'est le but. Charvarius Ward. C'est non. 2 fautes pour Kevin. Demodor Lenoir. Deomodor Lenoir, c'est oui. T.Y. McGill. T.Y. McGill, bien sûr, en pré-saison cette saison. C'est tout. Sanson et Boukam. Sanson et Boukam. Évidemment, c'était l'autre nom que tu devais chercher. Kevin. Ah oui, évidemment que c'était l'autre nom que je cherchais. C'est cette saison l'année dernière seulement. Oui, c'est ça Ouais, le problème. il reste 7 noms. 7 noms. Putain. Ah, ça va être chaud là. Là, ça va devenir chaud là. Ouais, là, ça, c'est évidemment qu'on rentre dans le dur. Au bout d'un moment, vous avez balancé tous les évidents au début. Jacuzzi Tart. Non. Et non, il était déjà Kevin. parti. Kevin, il est parti fin 2021. Ouais, je m'en doutais, mais j'ai tenté. Kevin éliminé. Les deux autres, Olivier et Gonzague, 0 faute pour l'instant. Et c'est à Oui, Olivier. Oui, je réfléchis. Je sais pas si on l'a dit ou pas. Deomodor Lenoir. Je l'ai dit. Il a juste été avant. dit, mais ça compte pas comme une faute de redire. Ça compte pas comme Je une sais faute. pas aller. Voilà. Gibson alors. Tashon Gibson, oui. Ah mince, tu me l'as piqué, Gibson. Non, mais en plus, je voulais le sortir parce que je me dis, il fait 60 kilos tout mouillé. C'est drôle de se dire qu'il a ce mec-là à faire un sac. Alors, il fait 60 kilos, il fait quand même le double de poids de Deomodor Lenoir, probablement. Allez. Elliot, parce que je t'aime profondément, de tout mon cœur. Évidemment, Jason Verrett. Non. Ah, Tu peux pas faire de sac quand t'es pas sur le terrain. Ouais, à part ses genoux, il n'y a rien dans le sac. Le problème, c'est que s'il va toucher un quarterback, eh ben, il se pète l'épaule. Attends, mais j'ai un énorme doute. On a cité Eric Armstead? Oui, on a cité au tout début. Au tout début, je crois que c'est Olivier qui l'avait cité. Ah, d'accord, ok. Bon, pardon, autant pour moi. Du coup. Ah, ça devient plus compliqué là.
Je recherche un peu notre front 7 qu'on avait éventuellement en pré-saison. Alors, Euh, Alors j'imagine, Gonzague, que tu as dit un nom, mais je ne l'ai pas entendu, j'ai coupé. non, je il a disais, pas j'ai dit mis... non. Non, j'ai pas dit non. Je Comme la cherchais... semaine dernière, il noie le poisson. Exactement, je cherche un peu le front 7, notamment, qu'on aurait pu avoir à ce moment-là, mais... Alors pour faire un peu l'indice comme Kevin avait fait à ce moment-là du jeu, saison régulière 2023, il vous en manque 1. Saison régulière 2022, il vous en manque 2. Et les 3 autres, c'est de la pré-saison. Ah punaise, j'arrive plus. Ah si Ah merde. Notre defensive tackle qui est parti chez les Texans. Oh mince. Ah bah derrière Olivier va me sortir évidemment. Ah punaise, comment il s'appelle déjà? J'en ai un trou noir. Je demande une vie supplémentaire. L'appel à un ami. L'appel à un ami. Et ça va durer 2 heures, son histoire là. Non, allez. Pour pas faire durer nos auditeurs, je laisse Kevin répondre à ma place, mais du coup, ça me vaut une faute supplémentaire. Ah, il veut juste ça pour que Olivier l'ait pas derrière. C'est moche. Non, je veux juste ça parce que en fait, les auditeurs en ont marre d'attendre. Vas-y, Kevin, pour les auditeurs. J'aurais tenté pour le plaisir Aziz Al-Shahir. Non, Aziz Al-Shahir, c'est non. C'est même pas lui auquel je pense. Bon, bah, du coup, ça me fait une autre faute. Et j'ai pas retrouvé le nom entre-temps de defensive tackle qui est parti chez les Texans. Mais c'est Elliot qui me le dira derrière. C'est ta dernière vie, hein, Gonzague. Ouais, je sais que c'est ma dernière vie. Et ben, tu sais quoi? Je vais partir sur un sac de l'espace. Mais Wisnowski, notre punter. Et comment tu veux qu'il sac s'il n'est pas aligné en défense? Il peut plaquer sur parce qu'un punter est un défenseur, mais ouais, non, bah ça il passe. Non, évidemment. Ouais, non, c'est la fatigue de l'horaire. Bon voilà, bah, j'ai perdu. Tu me diras. Et encore gagné. Attends, j'ai pas répondu. Isaiah Oliver. Non. Comment ça, non? Bah non. Comment ça, il non? a pas saqué. Bah non. Non, il a plaqué des running backs derrière la ligne de scrimmage, mais il a pas de sac. Le mec il confond sac et plaquage, quoi. C'est l'horaire, quoi. Mais par contre, Olivier a encore plein de vie, donc tu peux y aller. Hein. Putain, comment il s'appelait? Je cherche cette année, je cherche, ça m'énerve. Je pensais que c'était Isaiah Oliver qu'on a quand même fait le tour. Tu dis qu'il en reste un de cette année en saison régulière? Oui. Olivier for the win. Olivier qui nous fait une Gonzague. Jimmy Ward. C'était mon pari du début. Ça. Est-ce que tu peux me redire, pardon, mon casque s'est déconnecté. Il avait dit Jimmy Ward, mais c'est ce que j'ai tenté au tout début. Jimmy Ward, ça a déjà été tenté, c'est pas une faute. Allez, soyons Ambry Thomas. Non, bah non. Imagine s'il avait gagné sur Ambry Thomas. Il te reste une vie, Olivier, pour la victoire. On va pas finir sur un match nul quand même. Si vous voyez, chers téléspectateurs, si vous aviez la chance de... Jair Brown, comme ça on finit là-dessus. Jair Brown en pré-saison. Non. Même pas en pré-saison. Non. Et non, on reste sur un match nul. Olivier Gonzague, match nul. En 2023, messieurs, qui est-ce qui a fait un sac? Bah, c'est le meilleur ami de Gonzague, t'aurais pu y penser. Randy Gregory. Oh punaise. Ah oui, c'est vrai qu'il en a sorti un, Randy Gregory. Zappé complètement de l'équipe. Je l'ai même pas dans mon listing, je l'ai même pas fait. Pour vous dire à quel point j'y pense pas. Les deux joueurs qui vous manquaient, qui ont fait des sacs en saison régulière en 2022, c'était Jordan Willis et celui qui est parti au Texan, c'est Hassan Ridgeway, évidemment, les gars. Hassan Ridgeway au Texan. C'est Ridgeway que je cherchais. Hassan Ridgeway au Texan, les gars. Et en pré-saison, cette saison, on a eu Alex Barrett et Marlon Davidson. Et la saison dernière, Dontae Johnson. Eh ben, bravo. Je ne pensais pas que Dontae Johnson allait être cité 2 fois dans le même podcast en semaine 11 de la saison 2023. C'est absolument improbable.
Et ben messieurs, on peut faire une question de rapidité pour départager nos deux amis, si tu veux. alors si vous voulez vraiment vous départager, j'ai préparé un autre quiz sur le même principe avec les interceptions. Bah non, c'est pas drôle que Si, tu si, on se regarde pour la fois prochaine. Sinon, j'ai une petite question de rapidité pour les départager. Allez, Allez, vas-y, fais ta question de rapidité Vas-y, pour les vas-y, départager. Kevin. Comment s'appelle l'ancien quarterback des 49ers qui joue maintenant aux Jacksonville Jaguars? Bethard. Ouh, j'ai entendu Olivier le dire en Je bas, pas pense très fort. Olivier. Pour moi, c'est Non. Olivier. Bah non, Pour moi, c'est Olivier. Oui, Bethard. j'ai gagné, mais bien sûr, Mais j'ai non. gagné. J'ai même J'ai donné répondu son Bethard prénom avant. et tout. J'ai donné Oui, son mais pour moi, alors, prénom. comme toi, tu l'as, toi, voilà. Gonzague, tu l'as entendu avant parce que le temps que ça arrive à toi et que ça arrive à nous. Mais Kevin et moi, on a les deux et on a Olivier un petit peu avant. Mais non. Une fraction de seconde. Une fraction de seconde, ça je vois rien, mais Il va passer une mauvaise semaine. Olivier, encore une fois, qui Ah ouais. s'impose. Olivier, on n'en parle pas assez, mais Olivier, ça fait plusieurs semaines qu'on fait des jeux et il est très fort, hein. Très très fort, Olivier, en ce moment. Tant que c'est pas sur les numéros, c'est bon. C'est ça. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce 55e épisode du Faceful Podcast. Donc, jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, 2h20 du matin, le Thanksgiving Game. On n'a pas eu le point Gonzague Fashion Police, donc je vais faire le point Elliott Fashion Police. On va jouer avec nos maillots rétro blancs, qui sont absolument magnifiques, face aux Seahawks. Voilà. En espérant que les Seahawks jouent pas Pour un avec leur démaillé. horreur vert fluo. Voilà. Mais en tout cas, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour débriefer ce match et puis espérons-le une victoire et pour une preview absolument exceptionnelle d'un match contre les Eagles. Bref, on en reparlera à ce moment-là. Merci de nous avoir suivis et puis go Niners. The Niners. Ciao, ciao. Come on.